Salut tout le monde et bienvenue dans ce 136e show JCN en français. C'est le début de saison et il semblerait que tous les gros poissons, tous les gros leaders soient en forme. Ça promet une saison du tonnerre. On va vous parler de tout ça avec le poteau Flo maintenant, tout de suite. Oui, salut tout le monde et salut mon poteau Lolo. En effet, la saison a bien débuté, y compris celle des classiques, mais on va essentiellement se concentrer sur les grands leaders pour les courses par étapes, même si on a mis notre poteau Julien Alaphilippe sur la vignette. On l'a mis évidemment parce qu'on est très content de le voir gagner à nouveau et on espère qu'il va pouvoir se mêler à la bataille sur tous les terrains, que ce soit sur les classiques ou sur les courses par étapes. Et d'ailleurs, on va commencer par lui, mon Lolo, puisqu'il a remporté la Faune Ardèche classique ce week-end et ça faisait plus de 200 jours qu'il n'avait rien gagné depuis le Tour de Wallonie l'année dernière et on va pas revenir sur ses mésaventures en 2022 avec de nombreuses chutes, mais en tout cas ça fait bien plaisir de le revoir au niveau. Qu'est-ce que tu as pensé de sa performance, mon Lolo? Bah écoute mon Flo, tu vois, tu viens de le dire, on peut pas tirer des conclusions de suite en se disant ça fait 200 jours qu'il a pas gagné sans se rappeler ses nombreuses chutes et problèmes pépins physiques. Donc tu vois, c'est bien de le dire, voilà, ça reste un être humain, il a deux bras, deux jambes, il peut arriver des catastrophes en course, donc c'était le pourquoi du comment. Ça fait plaisir de revoir Julien Alaphilippe lever les bras aujourd'hui sur cette faune Ardèche classique. Il a été l'emporter devant un Gaudu, et un Gaudu qui est aussi en forme, donc franchement, je pense que ça annonce de belles choses. Il faisait froid du côté de l'Ardèche. Mais ça semble pas lui porter plus préjudice que ça, mon pote Flo. Ouais, pour celles et ceux qui pourraient relativiser cette victoire, hein, toi qui as fait du vélo, mon Lolo, c'est bien de remettre aussi dans le contexte, gagner c'est jamais facile, il n'y a pas de petite course chez les pros. Clairement, il faut quand même regarder derrière, il y avait David Gaudu, certes ils arrivent à 2, mais il y a quand même des coureurs qui marchent très très fort. On a vu notamment Rui Costa qui a déjà gagné en début de saison, qui termine dans le top 10, on a des Romain Bardet, des Pierre Latour, il y avait Michael Woods, Esteban Chavez, bref, c'est jamais évident de remporter une course et c'est pour ça que c'est important, surtout quand on a beaucoup douté comme Julien, aller s'imposer face à un David Gaudu qui est quand même pas le dernier des peintres et qui a démontré qu'il était capable de gagner de belles courses, hein, y compris devant de gros leaders comme des Roglic, et il faut le rappeler l'année dernière qui a fait un très très beau Tour de France. Donc c'est quand même un très bon signe pour Julien. Néanmoins, il faut être honnête jusqu'au bout, ça n'a pas la valeur des victoires des concurrents qu'on lui a mis à côté sur la vignette de présentation de ce JCN Show, à commencer par Tadej Pogačar. J'aimerais qu'on revienne sur lui parce que ça a été, on va dire dans la chronologie, le premier à remporter de très gros succès à la Ruta del Sol, puisqu'il a quand même gagné 3 étapes et le classement général évidemment, et il a écrasé avec son équipe cette course, et pour moi c'est celui qui a fait la plus forte impression parmi tous ces gros leaders. Ouais, moi je suis d'accord avec toi, surtout que là il vient de remporter l'UAE Tour, mon Flo. Ils ont gagné le contre-la... Ah non, là tu confonds. Là, tu confonds avec Remco. Moi, je suis parti sur Remco, excuse-moi, mais c'est parce que toi, tu parles toujours de Tadej, parce que c'est ton préféré. Ben moi, c'est pas mon préféré, du coup, je le mets toujours en dernier. Je suis désolé, il est très fort, je respecte l'homme, je respecte le coureur, mais c'est pas mon préf, ok? Donc ça suffit maintenant. Ben, vas-y, parle-nous de Remco. Alors, parle-nous de Remco, qui est le suivant sur la liste et qui, lui, a remporté l'UAE Tour. Et dis-nous ce que tu en penses. Là, tu me fais plaisir. Remco, pour moi, tu vois, pour moi, ça va être l'homme de 2023. Je t'explique. Champion du monde sortant, on dit que le maillot de champion du monde, ça porte la poisse, que dalle. Remco, il est arrivé, UAE Tour. Certes, il va gagner le contre-la-montre par équipe avec son équipe Soudal Quick-Step. Forcément, ça l'a mis dans les meilleures prédispositions. Le lendemain, il va faire deuxième sur la 3e étape. Du coup, il s'empare du maillot. Il l'a gardé toute la semaine. Il a montré qu'il était costaud. Il a déjà 14 jours de course à son actif. Donc, selon moi, Remco, ce sera l'homme de 2023, mon Flo. Ton Tadej, il va être bien, mais je pense que tôt ou tard, ça va un peu se niveler. Et le Remco, il sera là. Il sera là pour lui dire, mon gars, baisse pas en cadence parce que moi je vais pas t'oublier, poto. Ouais, alors ce qui pourrait sauver Remco, c'est aussi qu'il a un programme très différent des deux autres. Quand je dis les deux autres, je pense à Vingegaard, on va en parler aussi parce que lui aussi a gagné. Mais du coup, en effet, ayant un programme différent, il va pas souvent affronter les deux autres, puisque lui sera sur le Giro, il sera pas sur le Tour de France et potentiellement il sera sur la Vuelta, qui sera le seul endroit où ils pourront s'affronter si l'un des deux décide de doubler. Donc en effet, il pourrait s'en tirer avec un beau palmarès en fin de saison pendant que les autres
se tire la bourre. Donc ouais, je suis assez convaincu par ton discours, mais si on revient sur le moment présent, Remco, il n'a pas levé les bras, je suis désolé de le dire, mais il a juste gagné un contre-la-montre par équipe qui lui permet de remporter un classement général. À la Vuelta à San Juan, il n'a pas été du tout au-dessus du lot, il a terminé que 7ème du classement général. Alors après, tout s'explique, hein. Remco, il est basé sur le Giro, donc il va arriver en forme plus tard. C'est pas du tout gênant. Mais du coup, j'aimerais parler de Vingegaard, qui est le 4e dont on n'a pas parlé, qui lui était un gros point d'interrogation parce qu'il avait peu couru l'année dernière après le Tour, hein, et il s'est un peu caché cet hiver, on ne savait pas trop comment il allait débuter. Et il a répondu à Pogačar en remportant au Grand Camino le classement général et toutes les étapes. Donc lui aussi a été impressionnant, même si c'était pas tout à fait la même rivalité que pour Pogačar sur la Ruta del Sol. Donc je reviens sur ma conclusion précédente. Pour moi, jusque-là, le plus impressionnant a été Tadej Pogačar, devant Vingegaard, et ensuite, eh bien, les Soudal Quick-Step que sont Alaphilippe et Remco, un peu moindre. On pourrait même ajouter Pidcock qui a gagné sa petite étape au moment de revenir sur la route. Ouais, mon Flo, mais là, tu vois, moi, je te parlais vraiment d'un global sur la saison. S'affronter entre Remco, Tadej, Vingegaard, je pense pas qu'ils s'affronteront vraiment. Mais par contre, c'est sur le ranking mondial, pour moi, ce sera Remco le numéro 1. Là, Tadej, il a montré qu'il était, mais il était pas puissant, il était même pas surpuissant. Il était magistralement puissant. Là, ce début de saison, mais c'est ahurissant comment il pédale, comment il marche, comment il arrive à déposer tout le monde. Du coup, ok, c'est pas du tout le même type de coureur. Tadej, il est très fort en ce début de saison. Moi, j'attends de voir vraiment ce que ça va donner au long terme. Bon, aujourd'hui, on sait que les coureurs, ils arrivent à vraiment gérer leur saison. T'inquiète que le Tadej, le Tour de France, il est dans un coin de la tête, il n'a pas oublié. Et il arrive très très fort pour taper un gros coup de massue en début de saison. Je pense qu'il se reposera un peu pour revenir en forme sur le Tour de France. Vingegaard, idem. Vingegaard, je pense qu'il redescend de la montagne. Il a dû faire un stage altitude, machin. Là, il gagne toutes les étapes au Camino. Tu te dis, bon, bah les gars, à un moment donné, il va falloir laisser un peu de pain aux autres parce qu'à tout bouffer, il y en a qui vont crever la dalle. C'est aussi un débat dans le débat, ça. Parce que y en a certains qui ont commencé à soulever le fait qu'ils vont pas se faire que des amis dans le peloton et qu'un jour, ils pourraient aussi potentiellement le payer à écraser tout comme ça. Voilà, on a vu... Tiens, un contre-exemple intéressant. On a vu que Julien Alaphilippe, lui qui a gagné le samedi sur la Faune Ardèche, le lendemain à la Faune Drôme, quand il a compris qu'il n'allait pas gagner, il s'est relevé. Il n'est pas allé faire le sprint pour la 5e place. On sait ô combien les points sont importants maintenant pour la course au World Tour, donc encore une occasion pour lui peut-être de se faire engueuler par son manager. Néanmoins, ça démontre aussi d'autres choses. Ça démontre que peut-être pour des jeunes c'est important d'aller faire 5 ou 6e, peut-être que pour lui ça allait un peu moins. Du coup, il a laissé la place aux autres en disant voilà, moi j'ai fait mes efforts, j'ai fait ce que j'avais à faire, le contrat est rempli pour le week-end, j'ai gagné hier, je m'en relève. Des Pogačar et des Vingegaard, c'est pas le genre de la maison, hein. Ils vont aller faire le sprint même pour la 5e ou pour la 6e, ils ne lâchent jamais rien. C'est ce qui fait qu'on les aime. Mais peut-être qu'un jour où ils seront peut-être pas tout en haut de la vague, ça pourrait les desservir. Bah, il y a peut-être une question générationnelle aussi, hein. Alaphilippe, il commence à avoir de la bouteille, mine de rien. Tu vois, il a 30 ans, il a déjà une magnifique carrière, tu vois, d'aller gagner là-bas sur la Faune Ardèche, c'est top. C'est certes pas la plus belle victoire de sa carrière, mais ça le relance, du coup ça fait super plaisir, tu vois. Il n'y a pas de petite course, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais du coup, je pense que le lendemain, comme tu dis, il était un peu moins bien, il s'est dit je vais tout faire pour gagner, il n'était pas là pour gagner, et plutôt que d'aller faire une place, voilà, je laisse ma place. Les autres, tu vois, à l'inverse, les Remco, les Tadej et compagnie, c'est des petits jeunes, ils arrivent dans le game depuis peu, entre guillemets, ils bousillent déjà tout le game. J'ai envie de te dire, ils ont la dalle quoi. Ils ont les dents longues, ils ont la dalle et ils laissent pas un point partir comme ça. Donc je pense que c'est un peu question de génération aussi. Tu vois, tu penses pas tout à fait pareil. Bref, en conclusion, on va parler un peu de leur programme à venir. La bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir droit à un affrontement déjà entre Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard dès ce week-end, puisque Paris-Nice est déjà là, et ces deux-là vont s'affronter, donc on va déjà avoir une idée de l'état de forme de ces deux-là, même si on est très loin du Tour de France. Ça va nous permettre en tout cas de voir du beau spectacle. Et puis on va avoir progressivement un autre front qui va s'ouvrir. Remco, lui, en parallèle, fera d'autres courses pour préparer le Giro, mais on va avoir le front des classiques avec le retour d'autres
fantastiques que sont Van Aert et Van Der Poel qui, après leur saison de cyclocross ahurissante, vont revenir aux affaires. On a vu que Pidcock n'était pas encore au top du top sur la route, mais il a pris une longueur d'avance avec déjà une victoire. Donc ça va être aussi intéressant avec une Jumbo-Visma qui est déjà surpuissante. Donc on va avoir clairement de la bataille sur tous les fronts avec quelque chose qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, Lolo. On n'a plus un dominant, extra dominant dans le vélo, on a de vraies batailles avec à chaque fois 3, 4, 5 coureurs d'un niveau équivalent qui peuvent s'adjuger la victoire. Et ça, c'est ce qui fait la rivalité en général dans le sport, le spectacle. Et ben moi, je me languis déjà et je mettrai peut-être une petite pièce sur le fait que 2023 soit une saison exceptionnelle, si ce n'est la plus belle de cette dernière décennie. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi, Flo. C'est bien, on aura enfin beaucoup de spectacles, on n'aura plus les 1 ou 2 dominants tout au long de la saison. Là, il y a vraiment du renouveau et ouais, je pense qu'il va y avoir du grand sport en cyclisme cette année. Cette année 2023, ça s'annonce vraiment costaud. Bah déjà, on va en parler tout à l'heure dans les résultats, mais quand on voit le début des classiques, moi je dis ça promet vraiment beaucoup. Bah justement, sur cette transition, mon Lolo, je vous propose de mettre en commentaire vos favoris et vos espoirs pour chacun d'entre eux. Et puis, nous, on passe à l'actu, mon Lolo. Du côté de l'actu, mon poteau Flo, toujours du racing, j'ai envie de dire, sur JCL+, retrouvez très vite le Strade Bianche, mais aussi Paris-Nice, qui seront sur l'application. Il y a aussi les documentaires, mon poteau Flo, avec le nouveau Cancellara versus Boonen. Bon, on vous laisse aller découvrir tout le panel des documentaires et courses sur l'application JCL+. Sinon, mon Flo, il y avait un jeu concours, le Global Bike Festival. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il fallait gagner ses places pour aller y participer. Oui, tout à fait, mon Lolo. Malheureusement, de ce que j'ai vu, il n'y a pas de francophones dans les vainqueurs. Au cas où on soit trompé, n'hésitez pas à aller vérifier en description le nom des vainqueurs, celles et ceux qui ont gagné leur place. Et puis, vous avez toujours la possibilité pour réserver en avance d'avoir des promos sur le site globalbikefestival.com où vous pouvez nous rejoindre pour un week-end de vélo au mois de juin en Autriche. Je te propose qu'on passe aux résultats dont on n'a pas déjà parlé, mon Lolo, à commencer par les premières classiques belges de la saison. On avait ce week-end droit à Omloop et Nieuwsblad et à Kuurne, Bruxelles-Kuurne, les traditionnels classiques de lancement de la saison. Et on a vu jaune, mon Lolo, si je me trompe pas. On a vu jaune et noir, on a vu des petites abeilles de tous les côtés, mon poteau Flo. Franchement, là, pour le coup, ce début de saison de classique, il s'annonce la suite des classiques s'annonce très belle. Parce que là, sur un Kuurne-Bruxelles-Kuurne, on a eu une victoire de Tige Benoot, le Belge de la Jumbo-Visma, devant le Belge Nathan Van Andonk et Matej Moric qui complète le podium. Tout ça, c'était pour Kuurne-Bruxelles-Kuurne, mais sur Omloop et Nieuwsblad, ils ont réitéré les jaunes et noirs. Et oui, cette fois avec Dylan Van Baarle qui a été l'emporté devant Arnaud Delis et troisième, Christophe Laporte. Voilà, donc ils font 1 et 3. Et 2 à Kuurne. 1 et 2 à Kuurne, puisque Van Andonk et 1 et 2 à Kuurne, pardon. de Jumbo. Ouais, et ils ont réitéré à Kuurne, vu que Kuurne c'est le lendemain de Omloop. Et à chaque fois avec des scénarios très offensifs, puisque on n'a pas eu droit à un traditionnel sprint massif à Kuurne-Bruxelles-Kuurne, on a eu droit à une belle échappée dans laquelle ils étaient surreprésentés et ils font 1 et 2, donc ils ne se sont pas trompés. La veille, pareil, avec Van Baarle qui arrive tout seul et Laporte qui fait 2 au sprint derrière Arnaud Delis, on lui en voudra pas. Bref, ils ont été surpuissants, ils ont joué toutes leurs cartes et encore, ils n'ont pas leur super leader qui est rentré dans l'effectif. Évidemment, je parle de Wout van Aert. Donc ça promet. Il y avait aussi Omloop et Nieuwsblad féminin qui avait lieu ce week-end. Et là aussi, on a eu une belle bataille avec une belle victoire belge puisque c'est Lotte Kopecky qui l'emporte. Et elle a démontré qu'elle était très costaud devant Lorena Wiebes et Marta Bastianelli. J'aimerais pour terminer les résultats, mon Lolo, que tu nous parles un peu d'une très belle victoire qui nous fait plaisir puisque c'est la team chocolatine du côté de la Faune Drôme Classique. Et ouais, mon poteau Flo, tu vois, on en parlait tout à l'heure avec Julien qui n'a pas été disputé à 5e place, machin. Et ben c'est une victoire française pour Anthony Perez, le coureur natif de Toulouse, coureur de Cofidis, qui a été l'emporté devant Rui Costa et Andrea Baggioli. Donc écoute, ça fait plaisir, un beau début de saison pour Anthony Perez. J'espère que c'est de bon augure pour la suite et qu'il va nous en ramener de nombreux autres, le copain de la team chocolatine. Ouais, c'est vrai qu'Anthony gagne pas beaucoup, mais à chaque fois il gagne avec panache, il gagne souvent en solitaire et j'aimerais
j'aimerais rappeler quand même que dans ce vélo dont on parle, où chaque point compte et chaque victoire est très très difficile à aller conquérir, eh ben, il rapporte des victoires à chaque fois où on ne l'attend pas. Et ça, c'est du vélo comme on aime, parce que le vélo, c'est pas toujours le meilleur qui gagne, c'est pas toujours le plus en forme. Il faut aussi être malin, il faut aussi savoir profiter d'une situation. Et Anthony, outre être un super coureur qui est très très costaud, clairement, eh bien, là, il a su démontrer son intelligence de course. Encore une fois, j'ai envie de dire, et il remporte cette victoire avec panache. Donc bravo à lui, pour moi, c'est le coup de cœur de ce week-end, parce que voilà, face à un rouleau compresseur Jumbo qui évidemment fait preuve de maîtrise en stratégie, c'est quand même plus facile pour eux que pour un Nanto Pérez d'aller s'imposer. Donc chapeau à lui. Et voilà, une fois ce coup de chapeau tiré, Manolo, je te propose de terminer par le vélo de la semaine, le traditionnel, avec de belles images qu'on aime voir. C'est le sommet du Mont Ventoux pour ce magnifique trek Emonda. Je vous le déconseille en cette période. Je pense que la photo a été prise il y a quelques temps. En attendant, ça fait plaisir. On voit qu'il y a un peu de neige au fond quand même. Ouais, et en plus tu le précises bien, photo qu'on aime voir, parce que nous quand on y a été, on n'avait pas cette vue. Hein, donc Ouais, c'est ça. pour le coup, ça fait plaisir de voir un ciel bleu au-dessus du Mont Ventoux. Là, il n'y a rien à dire. C'est ça, mon Lolo. Bon, en tout cas, on verra, ce sera un sacré concurrent pour remporter le vélo du mois. Alors, je rappelle, parce que vous posez souvent la question, pour poster vos photos de vélo pour le vélo de la semaine et ensuite pour le vélo du mois, c'est sur l'application de JCN pour mobile que ça se passe. C'est gratuit, vous prenez n'importe quelle catégorie, vous postez la photo comme sur n'importe quel autre réseau social. Vous mettez en description votre vélo, comment il est équipé, tout ça, et puis éventuellement le lieu là où la photo a été prise. Et ensuite, eh bien, si on vous sélectionne pour le vélo de la semaine, tous les 3 vélos, donc toutes les 3 semaines, on a le vote pour le vélo du mois. Voilà mon Lolo, je te propose qu'on conclue. La semaine prochaine, c'est à ton tour d'être absent. On se retrouvera bientôt tous les deux pour un JCN Show qui s'annonce mémorable, mon Lolo. On n'en dit pas plus. Oh oui, allez, bisous à tous. Ciao. Salut.